Donc, vous avez des diapos, un des deux passe ou vous avez... Est-ce que vous voyez là le PowerPoint? Parfait. Parfait. Ouais. Ok. Donc je vais commencer, et puis ensuite Henri, peut-être Henri, avant que je commence, tu te présentes peut-être, et puis moi je. D'accord. Donc, je m'appelle Henri Bergeron, je suis directeur de recherche au CNRS, dans un laboratoire qui s'appelle le Centre de sociologie des organisations, qui se trouve dans dans une université parisienne à Sciences Po, et je travaille sur les politiques de santé publique, la question de la coopération, de la coordination entre acteurs de santé. Voilà, vous savez tout. Bon, voilà. Donc moi je suis Patrick Castel. On travaille beaucoup avec Henri, donc je vais pas. On enseigne aussi ensemble. On avait déjà écrit un livre. Alors, est-ce que vous voyez à l'écran, là, c'est bon? Et le partage d'écran marche. OK. Et vous m'entendez Et on vous entend, correctement? monsieur Bergeron. Bon, Yes. d'accord. OK. Donc, écoutez, voilà, c'est les joies du confinement, enfin du confinement en tout cas, de cette communication à distance. Donc, je reprends la main de Patrick pour vous présenter. Donc, c'est un ouvrage que l'on a commencé à rédiger, ou sur lequel on a commencé à travailler, j'ai envie de dire, dès le début des annonces par le gouvernement. Euh, on faisait des interviews dès le mois de janvier et février, parce on fait des études pour les institutions, des études pour l'Agence du médicament, et on fait aussi une étude sur le fonctionnement de l'IGAS, etc. Donc on avait un certain nombre d'acteurs qu'on interviewait, et c'est vrai qu'on a été nous-mêmes, j'ai envie de dire, mais c'est normal, on n'est pas des médecins, on n'est pas des infectiologues, on n'est pas des anesthésistes réanimateurs, on n'est pas des virologues. On a été pris de court par l'épidémie et par les mesures qui ont été décidées à la mi-mars. C'est arrivé, c'est vrai. Je pense que tout le monde a été sidéré. C'est le terme qui a été le plus utilisé, y compris dans nos interviews. Et on a donc décidé de faire cet ouvrage très vite pour essayer de transformer en énergie positive cette sidération. Alors, il se trouve que comme on avait des contacts avec un certain nombre d'acteurs, plutôt au niveau des ministères, mais aussi auprès de médecins, auprès de cadres de santé, auprès de gens qui travaillent dans la santé publique, dans les associations, le monde de la santé publique, auprès aussi d'acteurs qui s'occupent, par exemple, de plaidoyer dans des associations de patients. On a commencé à faire des interviews à partir du 15 mars, et puis plus particulièrement avec Patrick, on va vous le présenter dans l'ouvrage. À partir du 15 avril, on a fait des interviews dans les hôpitaux, auprès de anesthésistes réanimateurs et animateurs médicaux, comme je le disais, cadres de santé, hygiénistes, infectiologues, virologues, internistes, et pour essayer un peu de comprendre comment, parce que c'est ce qui nous intéresse, la coordination entre les acteurs de santé dans les hôpitaux, à l'extérieur des hôpitaux, entre les soins primaires ou la médecine libérale et l'hôpital, entre hôpital dans le cadre des GHT, on pourra en discuter si ça vous intéresse. Euh, voilà, donc on a commencé à faire ces interviews, et c'est vrai que les questions qu'on avait, c'est comment les hôpitaux s'organisent pour faire face, comment les gens prennent leurs décisions, quel type d'informations ils disposent pour adapter les traitements, notamment par rapport à la ventilation, par rapport aux corticoïdes, par rapport à toutes sortes de... Voilà, est-ce qu'il y a des processus d'apprentissage par rapport à la sédation, par rapport bien sûr comment ils choisissent aussi les patients, à partir de quels critères de saturation ou pas ils choisissent de passer en réanimation, enfin de passer en, d'aller dans des soins plus poussés. On avait toutes ces questions-là au niveau, j'ai envie de dire, local, et puis les questions au niveau national qui étaient plus sur
toutes les décisions ont été prises en l'espace de 4-5 jours. Elles ont été prises, une décision s'est imposée qui a été celui d'un confinement massif, qui est une décision inédite, qui est une décision qui n'avait jamais été prise dans ce cadre-là, qui n'était pas prévu par les processus de préparation, les documents et les plans de préparation à la gestion. C'est créer toutes sortes d'institutions de manière ad hoc, là aussi qui n'étaient pas prévues, qui ont été officialisées après coup. Et donc, comme le conseil scientifique, comme CARE, comme la mission Castex, comme la mission du général Lizuret sur la coordination interministérielle, comme enfin toutes sortes, on pourra y revenir, toutes sortes d'institutions ont été créées et finalement on s'est posé donc deux grosses questions. La première question, celle dont je vous parlais, d'où vient la capacité de coopération à l'hôpital et la capacité de cette capacité de coopération dépend la réponse à l'afflux de patients. Hein, voilà, le soin, c'est une activité collective. Personne ne soigne seul. Hein, on doit articuler le travail de toute une série de professionnels. Et puis l'autre question, c'est comment on coopère ou pas au niveau central, et notamment pourquoi, en l'espèce, c'était plutôt un jugement plus critique, pourquoi en l'espèce, le gouvernement et surtout le triumvirat ministre de la Santé, Premier ministre et président ont-ils décidé de créer des institutions ad hoc dans un champ qui est un champ dans lequel il y a toutes sortes d'organisations expertes. On a des hauts conseils, on a des agences de recherche dédiées, on a des ordres, on a une académie, on a des sociétés savantes, on a toutes sortes d'agences. Comment se fait-il finalement que la plupart des décisions... je ne sais pas ce que vous voyez, mais j'ai l'impression que ça... On a la diapo d'introduction. On a vu 0 diapo jusqu'à présent. On a vu que le livre. Et là, on est à la diapo d'introduction. C'est ces questions-là qui nous... Alors, je ne sais pas si Patrick est là, s'il veut reprendre la main. Oui, je peux. Vous m'entendez ou non? Oui, tout à fait. Oui, très bien. D'accord. OK. Et donc là, si je fais... vous avez de l'impréparation à la panique des élites, vous avez le... Exactement. Mais on n'est pas en diaporama. Okay. Mais j'ai peur que si vous mettez en diaporama, je ne suis pas sûre que ça marche. OK, bon, on va rester comme ça. OK. Henri, finis l'introduction, je prends la main. Donc, vas-y. Vous m'entendez? Excusez-nous, oui, bien sûr. Excusez-nous, c'est pas pratique. Je vous avoue que Teams, c'est vraiment pas notre ami. Hein, et voilà. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas mon ami Teams. Donc, notre CHU, chaque établissement a choisi. Notre CHU a choisi Teams, mais on a aussi Teams et Zoom de possible. La prochaine fois, si vous voulez, mais aujourd'hui, on va y aller comme ça. Exactement. Alors, excusez-moi, je revais en... Voilà, donc on a voulu interpréter ce qui se passait sur le terrain, ce qui se passait dans les ministères. Pour le dire rapidement, on a eu quelques données, comme je l'ai dit, on a fait des interviews, mais pas beaucoup, eu égard à ce qu'on a l'habitude de récolter en termes de matériaux empiriques pour soutenir nos thèses. Donc, très vite, on s'est rendu compte, on s'est dit, mais toutes ces questions qui nous assaillent, on n'a pas assez d'informations, de données, d'évidence, hein, pour parler comme les anglo-saxons, pour vraiment poser des conclusions. Mais en même temps, on a quand même envie de donner un premier sens à tout ce qui se passe autour de nous. Et donc, on s'est mis à relire les ouvrages de sociologie, de gestion de crise, de sociologie de la décision publique, de sociologie de l'action publique, de sociologie des organisations qui sont prises dans des situations de crise comme celle-là, pour essayer de voir si les conclusions sur lesquelles elles aboutissaient nous permettaient de former des hypothèses pour interpréter ce qui se passait à l'hôpital et ce qui se passait dans les couloirs des ministères et à l'Élysée.
Et on s'est rendu compte que finalement, c'était très utile de lire ces travaux anciens. Parfois, il y a un livre, vous allez voir, on va en parler, qui nous a beaucoup inspiré, qui est un livre écrit sur la façon dont le président Kennedy a géré la crise des missiles de Cuba en 1962. Donc, il y a vraiment très longtemps, dans un autre contexte. C'est la guerre froide, c'est la tension entre deux blocs. Et pourtant, il pose des hypothèses sur ce qu'a fait Kennedy, sur comment il a géré ça, comment il a décidé, qu'on pouvait tout à fait transposer à la situation contemporaine, et c'est ce qu'on a fait. Donc, avec un petit peu de données, je terminerai là, et beaucoup de lectures, on a posé, je rappelle, des hypothèses. Et on a appris il y a quelques jours que l'Agence nationale de la recherche nous donnait une grosse somme d'argent pour continuer notre travail et pour essayer de transformer en thèse ce qui est encore des hypothèses. Donc, je vous demande d'être relativement indulgent avec nous si on n'est pas encore en mesure de complètement affirmer ce que l'on va vous présenter aujourd'hui. Et je passe tout de suite la main à Patrick. Donc, le livre se compose de trois chapitres. Le premier, on s'intéresse à la question, ce qu'on appelait de l'impréparation à la panique des élites, où derrière cette question-là, c'est pourquoi on en est arrivé au confinement. Le deuxième, c'est la question de la coordination et de la coopération qui est au cœur de toute activité humaine, et en particulier dans les cas de crise, mais pas que dans ce cas-là, mais on détaillera quelques éléments. Et le troisième, c'est plus sur quelles leçons on peut en tirer, quelles sont nos préconisations. Vous verrez qu'elles sont modestes et en même temps, on est assez ferme sur certains besoins. Donc, comme le disait Henri, on a été frappé du parallèle qui existait entre finalement les propos notamment du président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, qui, dès mai-juin, dans différents journaux, disait finalement que le confinement, ce n'était pas la meilleure solution, mais la seule possible. Et ça faisait vraiment écho à une phrase qu'a écrit Graham Allison quand il a étudié la crise des missiles de Cuba, où il disait finalement, in retrospect, whatever is finally chosen generally seems the only appropriate choice. C'est-à-dire que finalement, tend à s'imposer dans ce type de situation une lecture rationnelle des décisions qui finalement amène les acteurs à Monsieur Castel, vous avez votre voix a redisparu. La rationalité et le rôle par rapport à ces illusions finalement rétrospectives, le rôle de déconstruire, ça ne veut pas dire ou tirer des vraies leçons, c'est-à-dire quelles auraient été les autres options dans d'autres conditions. Parce que cette lecture rationnelle, finalement, ne permet pas d'explorer des choses qui nous ont étonnés et que Henri, je pense, a évoqué lors de l'introduction et que je vous laisse lire pour ne pas être trop long. C'est que finalement, l'hypothèse plutôt, c'est pas tellement un déni de la part de la France et de la part d'autres pays vis-à-vis de ce risque. De fait, les dispositifs d'alerte ont été activés dès janvier, mais en revanche, finalement, et beaucoup de pays, pour le coup, ont pêché aussi là-dedans, dans cette idée que, finalement, les pays étaient armés, surtout les pays occidentaux, étaient armés pour prendre en charge ce risque. Et que si vous retrouvez, je vous encourage à regarder des archives de certains journaux où certains des experts actuellement, infectiologues qu'on entend, fin janvier, disaient ne vous inquiétez pas trop, finalement, on a déjà géré le SRAS, on a géré H1N1, on arrivera à gérer le Covid. Et donc, on pose deux hypothèses, deux mécanismes
complémentaires. Le premier, ce qu'on appelle dérive organisationnelle, et l'autre, le risque scélérat, que je vais détailler là-dessus. La dérive organisationnelle, en fait, c'est expliquer ce qui s'est passé dans le temps long. C'est-à-dire que Diane Vaughan est une spécialiste de la sociologie des risques, et elle a étudié l'accident Challenger donc dans les années 90. Et ce qu'elle montre, c'est qu'il y a une forme tous les acteurs qui étaient autour de cette navette avaient conscience de la possibilité d'une faiblesse du joint, parce qu'à l'époque, c'était un problème de joint qui aboutit à cet accident. Et finalement, il y avait une forme d'habituation, ou ce qu'elle appelle aussi la normalisation de la déviance, où petit à petit, finalement, on s'habitue à ce risque et on l'oublie. C'est-à-dire que c'est vraiment qu'on le nie, et finalement, il y a une forme de dilution des responsabilités, et on finit par oublier la prégnance de ce risque. C'est intéressant de voir ce qu'elle appelle donc une dérive organisationnelle. Et on a essayé de mettre ça en parallèle avec ce qui était relaté dans la presse et qui a été confirmé dans les différents rapports parlementaires, cette idée que finalement il y a eu un désarmement progressif de la France par rapport jusqu'aux années 2000, où il y avait des plans de préparation à ce type de crise. Et des moyens en masques, des plans pandémiques qui avaient été en 2011. Et en fait, petit à petit, ce qu'on a constaté et qui a été relaté à nouveau, confirmé dans d'autres documents, c'est finalement une lente érosion donc, des moyens et de l'attention à la gestion des risques pandémiques. Un exemple dans les hôpitaux où on a interrogé, comme l'a dit Henri, un certain nombre de personnes, c'est que finalement, dans pas mal d'hôpitaux, je ne sais pas ce qu'il en est du CHU de Nice, par exemple, mais dans d'autres CHU, les personnes qu'on a rencontrées nous ont dit, finalement, nous, on s'était beaucoup plus préparés à travers le plan blanc à des risques terroristes, c'est-à-dire accueillir en minimum de temps un maximum de patients, mais qui n'ont pas évidemment les caractéristiques dans un infectieux. C'est-à-dire finalement, la préparation du personnel pour accueillir des patients contagieux, ça avait été un peu oublié, hormis dans les services de pointe, évidemment, dans les services de réanimation. Mais l'hôpital, finalement, n'a plus rien de même de ces patients aux urgences. Donc c'est ça qu'on appelle un peu dérive organisationnelle, et je passe dessus pour avancer, et on reviendra dans les questions. L'autre mécanisme, de Dieu qui a étudié la tempête qui archive qu'en fait la diapo suivante. On est toujours sur dérive organisationnelle. Je comprends pas. Attendez. Pourtant, bon. Attendez. Je reviens, je refais. Je suis désolé. On a aussi un son qui est très saccadé par moment. Oui, mais ça, c'est le réseau. Hein. C'est le réseau. Est-ce que là, vous voyez risque scélérat? Yes, parfait. Bon, désolé. Pourtant, j'avance, je ne comprends pas comment ça marche. Et donc, en fait, François Dedieu, en étudiant la tempête de 99, il y avait une histoire commune qui était finalement, c'est Météo France qui a sous-estimé l'alerte. Et en fait, en regardant, il ne dit pas du tout, en fait, Météo France a fait cette alerte-là. En revanche, vraiment, les acteurs étaient, en certaine manière, habitués à ce type d'alerte, et ils avaient fini par minimiser les risques de cette alerte. Et en faisant ce parallèle avec ce qui s'est passé dans le Covid, finalement, et en interrogeant certaines personnes, y compris des réanimateurs des services de pointe de première ligne, ils nous avaient dit, finalement, chaque année, on nous un peu on allait pouvoir gérer pire avec une option comment gérer. On
on avait fini par s'habituer à ces alertes-là. Aussi les premiers clusters en France. L'autre élément, effectivement, qui nous fait penser à un risque scélérat, même s'il reste encore beaucoup d'incertitudes sur le poids des présymptomatiques de la diffusion de la contamination. Et ça, finalement, c'est fin février qu'on le réalise, notamment lors du premier mort à l'hôpital de Creil. Et donc, en fait, fin février, les spécialistes se rendent compte que le virus est beaucoup plus présent que ce qu'on ne pensait jusque-là. Est-ce que là, vous voyez une autre diapositive ou non? Non, on est toujours sur le risque scélérat de François Dedieu. Bon, alors je le refais. C'est bizarre, j'arrive pas, je comprends pas comment. Mais il faut les passer pas avec la flèche du bas, mais en haut vous avez prendre la main. Vous avez pas ça? Ben non. Ok. C'est pas avec les flèches, c'est directement sur Teams que vous pouvez avancer. Vous n'avez pas de flèche en haut. Pas de flèche en haut. D'accord. Bon, je vais faire comme ça. Tant pis, c'est dommage. Okay. Donc l'autre élément qui était important dans le problème de l'alerte, c'est l'agenda politique, évidemment. C'est-à-dire que l'exécutif était focalisé sur à la fois la réforme des retraites qu'il voulait faire adopter rapidement, et c'est pas une petite réforme pour le gouvernement Macron, hein, c'était vraiment une des réformes sur lesquelles Emmanuel Macron allait sans doute fonder sa nouvelle candidature pour la réélection. Donc c'était vraiment une réforme majeure politique pour sa carrière et pour la suite finalement de sa présidence. L'autre élément, c'était évidemment la question des élections municipales. Avec le risque que reporter les élections municipales pouvait renforcer la critique qui commençait à était énoncée par rapport justement à cette réforme des retraites, que le finalement d'un passage en force au-delà des forces démocratiques. Donc, on est dans un contexte malheureusement défavorable à la prise de conscience du risque. Autre élément, et donc je change encore comme ça, parce que le détail est arrivé, c'est l'élément où finalement on ne va pas s'appuyer sur l'existant. Est-ce que vous voyez la diapo, le non-recours à l'existant? Parfait, et le non-recours à l'existant, parfait. Voilà. Avec le paradoxe qui est finalement nos pays, le Royaume-Uni est dans la même situation, les États-Unis aussi, avec des institutions très fortes, hein, le CDC, qui sont normalement préparés à ce type d'organisation. Mais en fait, dans le cas français, ce qui est très marquant, c'est que par rapport au plan de gestion de crise, que ce soit la cellule interministérielle de crise, donc la circulaire qui a été renouvelée le 1er juillet 2019 par Édouard Philippe lui-même, hein, et qui prévoit un certain nombre de dispositifs d'activation de cellules interministérielles de crise. Or, par rapport à tous ces plans-là, en fait, on va observer que l'exécutif ne va pas s'appuyer sur ces dispositifs. La cellule interministérielle de crise ne va être activée que le 17 mars, donc le jour du confinement. Donc tout un ensemble de dispositifs ne vont pas être activés. On s'est posé la question, on n'a toujours pas de réponse définitive, pourquoi le plan pandémie grippale n'a pas été activé, ce qui aurait permis, évidemment, ce n'était pas une grippe, mais en revanche, si vous regardez le plan pandémie grippale, qui avait été élaboré sous Didier Houssin, il prévoyait quand même un certain nombre d'activations de dispositifs qui permettaient d'anticiper un certain nombre de problèmes
et de solutions en amont. Et donc, en janvier, quand on commence à préparer, à activer l'alerte, le fait de ne pas avoir activé par contre le plan de pandémie grippale a sans doute coupé, empêché d'activer d'autres dispositifs et de se préparer davantage à certaines possibilités. Alors l'hypothèse principale que l'on forme par rapport à cette non-activation et de la CIC et du plan pandémie grippale, c'est que justement le plan pandémie grippale impliquait l'activation de la CIC, donc la cellule interministérielle de crise, et en activant la cellule interministérielle de crise, on faisait monter à bord tout de suite le ministère de l'Intérieur et la Sécurité civile. Or, le gouvernement, depuis au moins la tempête Irma, est très méfiant vis-à-vis de la sécurité civile. La gestion jugée désastreuse de cette tempête a été mise sur le dos de la sécurité civile. Et en parallèle, le ministère de la Santé décide finalement assez vite que c'est sa crise. Et donc n'a pas trop envie de partager la gestion de la crise avec un autre ministère. On est toujours largement, pour ce qu'on en comprend et des informateurs qu'on peut avoir, dans cette gestion bipolaire avec finalement d'un côté la santé et de l'autre les autres acteurs, avec une coordination assez défaillante qui est ressortie notamment dans le rapport Lisuré. Je change de... Hop. Dernier point, donc panique des élites. En fait, si vous vous souvenez des événements, le 5 mars, il y a la première réunion avec une trentaine d'experts. On a pu interroger un certain nombre d'entre eux. À l'issue de cette réunion, ils sont certes préoccupés, ils sont préoccupés notamment pour les questions de l'hôpital et avec ce qu'on voit, ce qui se passe en Italie. En sachant que les réanimateurs français ont une grande admiration, une grande estime pour leurs homologues italiens avec qui ils travaillent dans le cadre de recherche internationale. Donc, ils ne sous-estiment pas du tout l'Italie sur ce point-là, au contraire, déborder leur conscience que la... En revanche, ils sont plus dubitatifs sur qui régulièrement, à chaque crise, annonce des centaines de milliers de morts. Donc, 5 mars, la crainte qui va s'affirmer après le 8 mars, où toutes les qu'on a interrogées dans le Grand Est, 93 et à Paris, nous ont dit on a poudre, on a été submergé. C'est vraiment... Et donc, le 10 mars, Jean-François Delfrécy et Yazdan Pana, finalement, créent, avec le gouvernement, sont en charge de la création du Conseil scientifique. Le 12 mars, Emmanuel Macron, la France est en guerre, et les éléments dont on dispose, il semblerait que le 12 mars, finalement, cette idée de confinement est actée, mais elle va être effective, elle va être annoncée que le 16 mars et le 17 mars va commencer. L'idée que l'on a, et là aussi ça se base sur à la fois des entretiens, mais sur la littérature, c'est que finalement les gouvernements ont tendance, alors que toute la littérature montre le contraire, à penser que les populations vont paniquer dans le cadre de catastrophes telles que celle-là. Or, la littérature montre qu'en fait, les populations ne paniquent pas. Et donc, en fait, et c'est plutôt les gouvernants qui paniquent. Et on interprète ce calendrier comme une réaction à cette panique des populations, c'est-à-dire finalement l'idée que si on annonce tout de suite le confinement, il va y avoir de graves mouvements. Et à l'inverse, si on ne confine pas, on a eu quelques éléments où finalement
les experts qui ont participé à cette décision pensaient que dans 3 semaines, potentiellement, le pays serait totalement déstabilisé, y compris dans ses structures politiques. Donc, c'est ce qu'on a appelé la panique des élites, encore une fois, qui s'appuie sur la littérature. Avant de passer la main à Henri pour l'autre partie, je voulais juste finir là-dessus, sur l'idée que le confinement, finalement, qui n'a pas été prévu dans aucun plan. L'autre jour, Olivier Boraz est intervenu à la Cité des Sciences dans un débat avec William Dab, qui expliquait qu'il avait fait le tour de tous les manuels, langue française et langue anglaise, de santé publique, et que le confinement n'était pas quelque chose qui était envisagé. Même dans le plan variole, où la variole est un agent infectieux, encore plus infectieux et plus grave que le Covid, on n'envisageait pas le confinement. Et donc, on reviendra peut-être, là je vais passer la parole à Henri, mais pour nous, le confinement, c'est l'articulation de plusieurs conditions organisationnelles, des conditions cognitives et des conditions politiques. Conditions, vraiment en 2 mots, conditions organisationnelles, c'est ce que je venais de dire, c'est-à-dire qu'en fait, la non-activation du plan pandémie grippale, l'appropriation de l'alerte par le ministre de la Santé, la méfiance de l'exécutif, finalement, amène à la création du conseil scientifique, en dehors de tout ancrage institutionnel. Et donc ça, c'est une première condition. Et donc, la possibilité d'imaginer quelque chose qui n'avait été jamais envisagé par d'autres organisations. L'autre élément, donc, c'est les conditions cognitives, c'est l'idée d'un cadrage très médical de la crise. On reste encore dans cet aspect-là. C'est-à-dire qu'il faut avant tout protéger les hôpitaux. Évidemment, c'est les entretiens qu'on a menés montrent, et je ne sais pas à vous que je vais le dire, évidemment, c'est une grande... c'est une expérience très difficile pour les professionnels de santé, et plus ça dure, plus c'est difficile. Mais en revanche, ce cadrage finalement autour des hôpitaux empêche de penser aux autres conditions et aux autres conséquences que là aussi vous avez sans doute, comme les autres hôpitaux, expérimenté à partir de l'été, où avec le déconfinement, un certain nombre de spécialistes se sont rendus compte des conséquences sur les retards de prise en charge, par exemple. Ce qui a mené, lors de la deuxième vague, à une gestion assez différente, même si là, on a des données, mais pas, on veut continuer à comparer les vagues. Donc, la situation dramatique des hôpitaux de première ligne début mars, a fait résonner avec, de façon tout autre, finalement, les prévisions de l'Imperial College, qui étaient aussi, finalement, là, du coup, assez cohérentes avec les prévisions du modèle de Pasteur. Et donc, ce resserrement, finalement, autour du conseil scientifique, composé de médecins qui, dans leur service, voyaient les patients arriver dans des états pré-mortem. On a continué à faire des entretiens. Effectivement, dans ces établissements de référence, ils ont été, même si leurs collègues italiens les avaient prévenus, ils ont été abasourdis par l'état des patients qui arrivaient. Et les prévisions et le manque, par le coup, de données épidémiologiques fines sur le reste du territoire a amené finalement cette décision de confinement national. Dernier point avant de passer la parole à Henri, c'est les conditions politiques où, et ça on le voit là aussi, on n'en sort pas encore, cette idée que très vite, et ça c'est quand même assez frappant, à quel point les États vont être jugés et vont se juger entre eux. Et donc, l'Italie et l'Espagne confinant,
La Chine ayant confiné, même si elle n'a pas confiné tout le pays, elle a confiné une région qui certes est de la taille de notre pays, il y avait une forte pression pour confiner. L'autre élément, condition politique, c'est notre pays où il était très difficile d'envisager à ce stade-là, finalement, de faire un confinement adapté territoire par territoire, et de toute façon, on manquait de données, encore une fois, précises. Dernier point, le confinement est finalement plus un instrument de maintien de l'ordre, et ça, c'est notamment Olivier Boras qui a beaucoup travaillé la gestion des risques. La gestion des risques en France se caractérise beaucoup par cette idée du maintien de l'ordre. Donc il y a aussi une forme de résonance entre l'approche française de la gestion des risques, avec une approche donc régalienne de maintien de l'ordre, et finalement le confinement qui est avant tout finalement un instrument où du coup on va demander des autorisations, on va demander à la police de vérifier, etc. Donc c'est ces trois conditions qui expliquent à notre sens la décision de confinement. Et je passe la parole à Henri pour la deuxième partie. Hop. Merci Patrick. Merci. Donc je vais reprendre la main. Je vais être rapide pour laisser un peu de temps pour les questions. Tu prends la main sur le slide, d'accord. Le deuxième aspect qui nous a intéressé, une de nos convictions fortes, c'est que il n'y a pas un seul bien public, la santé publique, l'ordre public, un environnement de bonne qualité, un enseignement supérieur ou des biens privés, une voiture, un conseil d'un avocat. La plupart des biens sont produits par de l'action collective. C'est-à-dire qu'il faut, alors action collective au sens de plusieurs personnes qui travaillent ensemble, et donc il faut de la coopération et de la coordination. Et ça, c'est extrêmement important dans des sociétés qui sont très organisées. Société, il y a un nombre incalculable d'organisations, il y a des processus, comme on dit, d'organisation de la société. Alors, on ne s'en rend plus compte parce qu'on est dedans, mais il y a 150 ans, 250 ans, l'essentiel des activités qu'on avait étaient des activités que l'on menait en dehors des organisations. Aujourd'hui, la plupart de nos activités sont dans le cadre des organisations. Donc, c'est un point qui n'est pas un point accessoire, qui est un point essentiel à la fois des politiques publiques, mais aussi pour les entreprises privées. Comment on crée de la coopération? Et d'ailleurs, beaucoup j'ai envie de dire, de plans d'amélioration du fonctionnement des universités, de la recherche, de la santé, de l'éducation, de la sécurité publique, ce sont des plans qui visent à favoriser la coordination. Alors, dans le champ de la santé, vous le savez bien, on va nous mettre des pôles, et puis ensuite, on va nous mettre on va réorganiser l'hôpital, puis on va nous mettre des GHT, puis on va nous mettre je ne sais pas quoi, des CPTS, et puis on n'arrête pas. Quand vous regardez Ma Santé 2022, c'est une machine à créer des dispositifs de coordination qui viennent se surajouter à des dispositifs de coordination existants. Ça fait 30 ans qu'on essaie d'articuler le travail entre la ville et l'hôpital. Voilà. Donc, une grande partie des politiques publiques, ce sont des politiques d'organisation. Elles ne créent pas simplement des nouvelles taxations, elles ne créent pas simplement des interdictions ou des incitations, elles créent aussi beaucoup d'organisation. Donc, l'organisation, se coordonner, coopérer, c'est absolument indispensable, dans le public comme dans le privé, et encore plus en situation de crise. Donc, nous, on milite en faveur de ça, et notre stupeur, ça a été de nous rendre compte que finalement, dans notre pays, qui est très organisé, il y a toutes sortes d'institutions, comme je n'ai parlé tout à l'heure, les autorités ont créé de nombreuses nouvelles organisations et n'ont pas arrêté de transformer le dispositif de gestion de crise. Et on s'est dit, mais pourquoi ? Pourquoi n'ont-ils pas, Patrick, peut-être, pourquoi a-t-on assisté à ce qu'on a appelé, nous, une frénésie de création organisationnelle. Patrick, peut-être tu veux que je vais mettre les slides, moi de mon côté, ce sera plus simple. Vous les voyez comme ça. Est-ce que vous les voyez bien? C'est bon? Très bien, c'est parfait. Voilà. Donc, une frénésie de création organisationnelle. Donc, on est dans un paysage saturé d'organisation. On est en plus, dans le champ de la santé, on n'est pas simplement dans un endroit où il y a énormément d'organisations expertes, énormément d'informations. Tous les champs ne sont pas comme ça, hein. C'est pas comme ça
l'agriculture, c'est pas comme ça dans le champ de l'enseignement supérieur, mais en plus, on est dans un champ où les professionnels ont développé des méthodologies de prise de décision en situation d'incertitude. Quand on est médecin, on est rompu à ça. Quand on fait, Patrick pourrait en parler, une commission pluridisciplinaire pour décider un traitement dans le cas d'un cancer, et ben on a des guides de bonne pratique et on organise des dispositifs pour prendre des décisions en situation d'incertitude. Donc on était dans un champ très habitué à ça, et pourtant, il a fallu créer un conseil scientifique ad hoc, un conseil analyse, recherche et expertise ad hoc. On a créé une task force interministérielle. Alors qu'on n'a pas activé la cellule interministérielle de crise qui était pourtant prévu à cet effet, alors qu'on n'a pas activé le plan de pandémie grippale qui était pourtant prévu à cet effet, alors qu'on n'a pas, que le conseil scientifique, on n'a pas fait monter les organisations, on n'a pas fait venir, alors un peu après, mais c'était surtout les personnes qu'on a nommées, c'était pas tellement les organisations, hein. Santé publique France, le haut comité de santé publique, je ne parle même pas des associations de patients. On a préféré se doter d'un conseil scientifique qui était constitué de membres qui représentaient leur expertise et leur propre personne plutôt qu'une organisation. Donc nous, on s'est vraiment posé cette question, comment l'expliquer? Est-ce que notre pays dysfonctionne? Alors Patrick a donné un premier élément d'explication, peut-être on peut passer à la suivante, Patrick. Et je vais prendre un peu plus... non, c'est moi qui passe. Je vais donner un peu plus d'exemples. Patrick a donné une première explication. C'est vrai que il y a dans le gouvernement une méfiance qui est une méfiance vis-à-vis des administrations. Hein. Nous, on a beaucoup tapé sur les administrations, on a tapé sur les ARS, on a tapé sur Santé publique France lors de la première vague. Ensuite, pour la vaccination, on a tapé sur la HAS. Hein, alors que c'est c'est finalement, quand on regarde bien, une crise qui a été essentiellement gérée par le politique, par les élus ou les nommés par ceux qui ont été élus et notamment par les ministres. Alors pourquoi créer un conseil scientifique? Finalement, c'est un réflexe que l'on trouve dans la présidence Macron d'une manière générale, mais qu'on retrouve également dans pas mal de situations de crise, ce que nous on appelle une gestion élitaire. Alors c'est quoi élitaire? C'est pas au sens de élitiste, c'est au sens de élitaire, c'est-à-dire un petit nombre de personnes qui va gérer la crise. Et on s'est posé la question, pourquoi il a besoin de créer un conseil scientifique? Eh bien, il a besoin de créer un conseil scientifique ad hoc parce que, en fait, et c'est l'hypothèse qu'on a... On n'a pas la diapo du conseil scientifique. Hein. Ah bon? Non. Hop. Parfait. Ah non, c'est la gestion désorganisée, là. Celle d'avant. Non. Voilà, parfait. Voilà, donc, excusez-moi. Donc là, vous la voyez? C'est bon? Oui, c'est bon. Merci. Donc, pourquoi il a créé ce conseil scientifique? En fait, on a posé l'hypothèse qu'il avait fait comme l'avait fait Kennedy, comme l'a fait aussi, par exemple, Bernard Cazeneuve au moment des attentats de 2015, c'est-à-dire qu'il a constitué un groupe de réflexion qui est un groupe de réflexion informel, enfin, il a fallu le formaliser en passant la loi de sécurité sanitaire après coup, mais qui n'était pas prévu par aucun dispositif, parce qu'il n'avait pas envie de faire monter à la table de la décision publique toute une série d'institutions, la HAS, l'Agence du médicament, le haut comité de santé publique, le haut conseil à la santé publique, etc., parce qu'il n'avait pas il se méfiait de ces administrations et qu'il n'avait pas envie d'avoir à négocier avec des organisations qui allaient apporter à lui, avec elles, leurs enjeux, leur culture, leur façon de voir les problèmes, éventuellement les conflits qu'elles peuvent nourrir entre elles, et que donc il voulait se réserver une capacité de décision autonome. Et ça, c'est un phénomène qui est assez classique pendant les gestions de crise. Les décideurs préfèrent être complètement, être beaucoup plus libre de la décision en ne faisant pas intervenir des structures qui vont nécessairement limiter sa marge de manœuvre. Hein. Voilà, si vous êtes dans une situation managériale, c'est plus simple de prendre la décision avec vous et un ou deux adjoints que d'organiser une grande réunion dans le cadre avec l'ensemble des représentants des différents services de l'hôpital, des différents pôles. Tout de suite, forcément, les marges de manœuvre sont beaucoup plus compliquées. Donc, on pense qu'il a créé le conseil scientifique
dans un geste de méfiance vis-à-vis de ces administrations et dans le souci de se ménager une capacité de décision autonome. Le problème de ça, c'est que vous vous liez les mains avec avec une organisation qui, suivant de la façon dont elle est constituée, et là elle est très biomédicale et très centrée, c'est vraiment la fonction publique hospitalière qui est surtout représentée, même s'il existe une anthropologue et un sociologue, même si on a quelqu'un qui est plutôt un épidémiologiste, c'est quand même très lesté par des compétences biomédicales, et en plus des gens qui sont au contact d'une information qui est une information très particulière, notamment celle des centres de référence que sont Bichat et la Salpêtrière, dont on fait l'hypothèse qui nous a été confirmée qu'au début, bien sûr, de la crise, ils ont été confrontés à des cas extrêmement difficiles. On a fait des gens des services des urgences de ces hôpitaux qui nous disaient en substance, les 3/4 des cas qui nous arrivaient, ils étaient en situation pré-mortem, et on voyait des gens qui avaient aussi 20, 30, 40, c'est pas vrai. Et donc forcément, quand vous fondez vos informations sur des informations cliniques et non pas épidémiologiques, parce que, comme nous l'ont dit, c'est un membre du conseil scientifique, il n'avait pas de données épidémiologiques, si ce n'est celle de l'Imperial College, et que ces informations cliniques sont sur un échantillon de cas qui est un échantillon de cas particulier, en situation particulièrement dégradée, forcément, ça provoque, comment dire, ce qu'on a appelé une panique. Et effectivement, il y a eu une asymétrie d'informations très forte entre notre triumvirat de ministres et du président, Premier ministre, ministre de la Santé et le président, et le conseil scientifique qui avait non seulement les informations, mais également les moyens d'interpréter ces informations. Et on pense que de ce point de vue-là, on peut dire que c'est le conseil scientifique qui a pris ces décisions essentiellement. On a certains éléments d'information qui nous ont été rapportés par des membres du conseil scientifique qui, effectivement, vont plutôt dans ce sens-là. Donc, vous prenez le risque de vous lier les mains avec un groupe qui a des informations singulières et qui regarde ces informations de manière particulière. Et également, vous prenez le risque de la constitution de ce qu'on appelle un phénomène de groupthink, c'est-à-dire un processus par lequel quand il y a beaucoup de pression extérieure, quand il y a beaucoup de critiques à l'extérieur, eh bien, les individus ont tendance à, pour des questions aussi de respect, de normes sociales, etc., à avoir une pensée assez conforme et à ne pas développer de débats contradictoires. Donc ça, c'est un certain nombre de travaux, on pourrait dire de psychosociologie des organisations qui s'intéressent à ces petites formations d'expertise en situation de crise, de tension ou de polémique, eh bien, on voit apparaître ce qu'on appelle un groupthink, c'est-à-dire une pensée de groupe où les acteurs préfèrent le consensus pour des questions notamment aussi de relations interpersonnelles à un débat animé et difficile. La première chose, c'est que ce que vous gagnez en capacité de décision autonome, en ne mobilisant pas les institutions qui sont censées normalement faire partie du processus de décision, vous le perdez en capacité de mise en œuvre. Et ça, d'une manière générale, c'est quelque chose qu'on observe encore aujourd'hui, y compris, j'ai envie de dire, dans la façon dont est gérée la stratégie de vaccination. C'est qu'en France, il y a une séparation forte entre ce qu'on peut appeler la pensée de la stratégie et, de l'autre côté, la pensée de la mise en œuvre. Et pour les élites administratives françaises, mais on trouve ça également dans les grandes entreprises françaises, pour les élites administratives françaises, le noble, ou pour des hommes politiques, le noble, c'est vraiment la pensée de la stratégie. C'est comment je vais concevoir la loi, c'est comment je vais écrire le texte, c'est comment je vais développer ma circulaire, etc., etc. Mais sans réellement prendre en compte, j'ai envie de dire, les éléments concrets de mise en œuvre qui peuvent venir altérer la rationalité ou la beauté de cette stratégie. Vraiment, quand vous passez du temps, notamment avec les gens qui ont été formés à l'ENA, vous voyez que c'est vraiment ça qui est, ça c'est vraiment un travers rationaliste qui est très français, mais qu'on trouve aussi ailleurs. Et quelque part, Emmanuel Macron, en créant toute une série de petites structures, certainement en voulant mimer un peu la vulgate managériale qu'on trouve notamment dans les nouvelles modes managériales où on crée un petit groupe agile, très lesté en expérience, gens qui ont des relations très horizontales, eh bien, c'est magnifique pour construire des stratégies. Le problème, c'est que si ces petits groupes, le groupe autour de la stratégie vaccinale, le groupe autour du déconfinement, etc., ne sont pas plugués
ne sont pas raccrochés au processus administratif de mise en œuvre de cette stratégie, eh ben, on a des gros ratés dans la mise en œuvre. On l'a vu aussi au moment des tests. Hein, voilà. Tout d'un coup, on va faire des millions de tests et on a eu beaucoup de mal à s'articuler avec ceux qui étaient les metteurs en œuvre de cette politique de testing, que sont les labos. Alors, il faut dire aussi que la DGOS se retrouvait face à voilà, c'est pas quand on veut s'adresser aux médecins libéraux, on a le Conseil de l'ordre qui peut donner au ministère de la Santé l'ensemble des mails des médecins pour pouvoir les contacter, même s'il doit payer un peu la société qui gère cette base de données. Quand on est face au laboratoire, c'est un monde qui est beaucoup plus dispersé, beaucoup plus éclaté, et c'est très difficile. Il reste quand même que ce soit au tout début, que ce soit pour le déconfinement, que ce soit pour les tests ou que ce soit pour la stratégie vaccinale, on a été confronté à cette déconnexion entre pensée de la stratégie et pensée de la mise en œuvre. Juste un petit point que je n'ai pas dit, c'est que le Conseil l'une des preuves l'un des éléments qui nous a permis de soutenir cette hypothèse de volonté d'indépendance du président et de ses ministres, c'est la non-activation notamment du plan de pandémie grippale. Ça a été mentionné par Patrick. Pourquoi on n'a pas activé le plan de pandémie grippale? Parce que ça actionnait immédiatement la mise en œuvre de la cellule interministérielle de crise. Et quand vous mettez en œuvre la cellule interministérielle de crise, vous faites rentrer dans le jeu le ministère de l'Intérieur. Et pour le ministère de la Santé, il n'était pas question que le ministère de l'Intérieur. Donc on a pris toutes les décisions importantes, entre grosso modo le 10 et le 17 mars, pour le dire rapidement, et on a activé la cellule interministérielle que le 17 mars. Et donc, on a de ce point de vue-là, vraiment, c'est vraiment une volonté d'indépendance importante. Alors, ce qui est intéressant, il est déjà 17h, si vous voulez qu'on vous pose des questions, il faut avancer. Merci. D'accord. On parle trop, hein. On est désolé. Non, mais c'est passionnant. Je suis sûre que tous les participants sont passionnés, mais je pense qu'il y a certains qui voudraient vous poser des questions. Alors, on va tout de suite aller sur le dernier slide. Donc, là, on a parlé de l'absence de volonté de coopération de l'État avec, et notamment les ministres, avec leur administration, qu'on préfère prendre les décisions indépendamment des metteurs en œuvre d'une certaine manière. Maintenant, on va parler au contraire de la coopération à l'intérieur de l'hôpital. Alors, avec Patrick, on fait beaucoup d'interviews à l'hôpital, beaucoup d'interviews auprès des médecins, en oncologie, on l'a fait sur d'autres, j'ai envie de dire, sur d'autres pathologies et d'autres spécialités. Voilà, et le monde de la santé, c'est un monde qui est un monde comme n'importe quel autre monde, comme le monde de la recherche, de l'enseignement, de l'enseignement, de l'agriculture. Il y a de la compétition entre les acteurs et l'hôpital, c'est pas un lieu qui échappe à ça. Hein. Il y a des difficultés entre différentes spécialités, il y a des statuts implicites, hein. Il y a le plateau lourd, il y a la chirurgie, et puis de l'autre côté, il y a d'autres spécialités, je tairai leur nom maintenant, qui sont considérées comme moins importantes. On l'a vu par exemple dans la formation des pôles, hein. Les pôles, voilà, les acteurs qui se généraient pas mal de T2A, enfin de bénéfices en T2A, puis qui étaient forts se regrouper entre eux. Parfois, on l'a vu dans des exemples au moment de cette mise en œuvre. Et puis là, on a constaté que les gens ont coopéré. Alors, on s'est posé la question pourquoi ils coopèrent. Et dans les médias, on nous a dit, tout le monde applaudissait le soir, ils ont coopéré parce qu'il y a une éthique du soin, parce qu'il y a une dévotion, parce qu'il y a un souci du patient. Tout ça est contenu dans une déontologie professionnelle. Et c'est ça le moteur de leur coopération. Faisons fi en situation de crise de nos petites guéguerres et travaillons main dans la main. Alors on s'est dit, c'est formidable, mais d'une certaine manière, sauver des patients, vous le faites toute l'année, indépendamment du Covid. Pourquoi on a des conflits ou des tensions ou un peu de concurrence entre des services hors crise et pendant la crise?
Alors évidemment, la crise a créé une situation extrêmement particulière. Et d'ailleurs, ça a été dans l'ensemble des champs voilà, on a trouvé ces coopérations et ce sentiment que là, il fallait vraiment s'entraider, y compris chez les pompiers qui ont travaillé avec la gendarmerie, qui se sont bien entendus ou pas trop mal avec le SAMU pour une fois, etc., etc. Mais quand même, nous, on a voulu essayer de trouver s'il y avait des conditions organisationnelles de cette coopération et on en a repéré 4 au-delà de cet esprit de la dévotion. La première, c'est qu'il y a eu des contraintes budgétaires qui ont été suspendues. L'hôpital, vous le savez, il est sous pression des années, avec une une rationalisation importante. La T2A a été critiquée de ce point de vue-là. Et là, tout d'un coup, nous, on a vu dans nos entretiens qu'un grand nombre de directions des hôpitaux avaient suspendu la contrainte financière et que quand il y avait des demandes qui étaient raisonnables et raisonnées, eh bien, ils obtenaient l'argent. Donc là, c'est un peu la traduction opérationnelle du quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron quand il a dit « nous allons lutter contre cette épidémie ». Deuxième chose, c'est que la lignée managériale a aussi, j'ai envie de dire, desserré son emprise. Et le plus souvent, nous, ce qu'on a vu dans les hôpitaux dans lesquels on a fait des interviews, c'est que, grosso modo, les directions d'hôpital ont entériné des décisions qui étaient des décisions qui avaient été prises par les équipes soignantes. Troisième chose, c'est qu'il n'y a pas eu de compétition autour de la captation de patients. On le voit. Alors, il y a eu quelques hôpitaux dans lesquels il y a eu quelques difficultés au début. Par exemple, les réanimateurs médicaux et les anesthésistes réanimateurs se mettant d'accord. Bon, toi, quand en réanimation médicale, tu atteins 80% de ton lit occupé, tu nous passes la main, comme ça nous fait. Et puis, en fait, la réanimation médicale allant quand même jusqu'à 100% en dépit de l'accord que c'était mis. Donc, mais très vite, tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait tellement de patients qu'il n'y allait pas avoir de la compétition que nous, on voit autour de la captation des patients. Il y a eu au départ quand même la réanimation médicale qui a dit « c'est nous, c'est notre crise, ce sont nos patients, c'est nous qui nous en occupons ». Mais très vite, tout le monde, entre guillemets, a eu ses patients. Et puis, le dernier point qui est un point très, très important, qui est la déprogrammation de l'essentiel de l'activité de l'hôpital. Ça veut dire que vous suspendez les enjeux professionnels spécifiques de l'ensemble des services et des spécialités pour dire « tout le monde bosse ensemble », soit une grande partie ne bosse plus, soit tout le monde bosse ensemble. Et ça aussi, c'est certainement un facteur très favorable à la coopération. Vous faites ça dans n'importe quelle organisation, vous dites, vous allez avoir des sous, les boss ne seront pas sur votre dos, tout le monde arrête de bosser sur ces sujets particuliers et on bosse tous ensemble sur le même sujet et il n'y a pas besoin de se battre pour des ressources rares parce qu'elles sont à disposition et vous créez de la coopération partout. C'est important. On en veut, et ce sera mon dernier point, une justification de cette hypothèse, c'est que bizarrement, à Paris, par exemple, ce sont les mêmes médecins qui coopéraient pour le soin avaient énormément de mal à coopérer sur la recherche clinique. Parce que précisément, là, ils étaient, entre guillemets, en concurrence sur l'obtention des sous, en concurrence sur lequel va publier le premier article dans le Lancet disant que l'hydrochloroquine ne fonctionne pas, ou encore la compétition sur l'inclusion des patients dans les essais. Et alors là, on a des histoires extrêmement dures. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut gérer à la fois une ligne ordinaire avec des cardiologues ou des pneumologues qui disent non, moi j'arrête, je continue mes opérations et voilà, on a des tensions, la PHP qui met la pression pour qu'on maintienne un flux ordinaire de patients, là où l'ARS dit non, il faut absolument que vous suspendiez. Voilà, donc c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui, au-delà de l'effet de fatigue, au-delà de la chronicisation de la crise que vous connaissez, tous ces éléments que vous connaissez bien, c'est aussi très difficile parce que justement, certaines des conditions qui avaient été réunies dans la première vague, et notamment la déprogrammation, c'est-à-dire la suspension des enjeux professionnels, ce n'est plus le cas maintenant. Les contraintes budgétaires également pris un tout petit peu de leur acuité aujourd'hui. Je m'arrêterai là donc pour laisser la place à des questions. Merci beaucoup. Donc, on va, merci de cette phase de constat, de cette phase, et on voit que vous avez vraiment, vous êtes complètement entré dans les établissements, et c'est vrai qu'on a beaucoup dû vous parler parce que vous avez en termes de santé un vocabulaire très pro. Et je pense que voilà, vous étiez dans la sociologie des organisations en général. Donc, votre expérience en santé, elle est venue là ou elle était antérieure?
Non, elle était antérieure, mais là, effectivement, il a fallu très très vite qu'on apprenne les différences, Véanie au petit Flo, qu'on rentre même dans le ne serait-ce que détail. ne serait-ce que Réa et Mire, hein. Ah bah oui, C'est les vrai. Myanmar, ça c'est sorti tout de suite. Myanmar, c'est sorti tout de suite, Myanmar. Ok, donc voilà, c'était pour lancer un peu. Donc, si quelqu'un a une question à poser, sinon après on en aura, on va vous garder encore quelques minutes. On peut vous garder encore. Donc, je voulais, il y avait Michel Coulon qui est un de nos représentants d'usagers. Si les autres professionnels veulent pas intervenir, Michel, est-ce que vous voudriez intervenir? Je le vois plus. En fait, moi j'avais peut-être une question. Vous avez, c'était très intéressant, vous avez parlé de la façon dont le gouvernement a décidé de monopoliser les décisions à partir d'un petit comité et d'exclure les instances. Et aussi, vous en avez beaucoup parlé pour dire que c'était ainsi que la décision de confinement avait été prise. Et en fait, est-ce qu'une autre décision pouvait être prise? Est-ce qu'il y avait d'autres alternatives? On a eu l'impression, et vous le dites aussi très bien, qu'il y avait une imitation entre les différents pays et que finalement, c'était plus facile de recourir à la méthode qu'avait choisie le pays précédent, qui avait été atteint par la crise et qui avait peut-être pas d'autres idées ou d'autres alternatives? Alors, il y a un certain nombre de contraintes de la décision du confinement qui sont des décisions héritées. D'accord? Et notamment, ce sont des décisions héritées, comme l'a expliqué Patrick, par les phénomènes de dérive organisationnelle qui font que vous arrivez et que vous n'avez pas les instruments classiques de la santé publique pour lutter contre les épidémies, que sont les tests, les écouvillons, par exemple, et les masques et les équipements de protection. Donc, de ce point de vue-là, j'ai envie de dire, cette contrainte qui pèse sur la décision, elle n'appartient pas au gouvernement. Après, il y a des éléments, il y a des contraintes qu'ils ont eux-mêmes contribué à fabriquer. Le fait que finalement, toute la séquence politique qui a mobilisé l'attention du gouvernement, Gilets jaunes, puis ensuite les grandes manifestations, et puis la volonté vraiment de faire passer cette réforme des retraites, et certainement qui les a rendus, j'ai envie de dire, peu à l'écoute de signaux qui avaient pu être émis. Et puis se disant finalement, à cause de ce phénomène de risque scélérat, puis les 3 clusters qui avaient été maîtrisés dans les contamines en Bretagne, ça certainement, ça c'est, si vous voulez, ça c'est vraiment... Ça, c'est quelque chose qui appartient au gouvernement. Souvenez-vous que le Conseil des ministres, qui est normalement le premier conseil dédié au Covid, quasiment une semaine, 10 jours avant, c'est un Conseil des ministres qui va donner l'autorisation au gouvernement d'utiliser le 49.3 pour passer pour passer la réforme des retraites. Donc de ce point de vue-là, ils ont créé une situation politique qui, mais je ne sais pas si j'aurais fait mieux qu'eux, mais qui les rendait pas sensibles à des alertes. Et d'ailleurs, on fait aussi l'hypothèse, mais ça, on n'a pas encore d'éléments, que un certain nombre d'agences, dont Santé publique France, vous imaginez, vous appelez Geneviève Chêne, vous êtes directrice de Santé publique France. Est-ce que vous allez semer le tocsin en disant au président de la République, et votre réforme qui est la plus importante pour vous, et aussi peut-être ça aura des conséquences sur les élections, alors que beaucoup de gens vous reprochent de ne pas engager de discussion avec les corps intermédiaires. C'est pas facile à dire. Donc je pense que voilà, ça a créé, ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que à vouloir monopoliser par le ministre de la Santé, comme l'a dit Patrick tout à l'heure, la gestion de crise et donc à ne pas activer le plan de pandémie grippale, eh ben on se met là aussi pas dans une situation qui est une situation d'écoute de ces signaux. Donc on peut dire que un certain nombre de contraintes qu'ils n'ont pas eux-mêmes fabriquées et dont ils aient hérité ont pesé sur cette décision du confinement, mais il y a des contraintes dans lesquelles ils se sont d'une certaine manière eux-mêmes mis pour prendre cette décision. Et puis évidemment, la décision du mimétisme, elle est importante cette décision du mimétisme, surtout dans une France traumatisée par les scandales sanitaires.
encore les Votirox, des paquines, sans contaminer, canicule, etc. Enfin, c'est vraiment qui fait que quand on est au gouvernement, on se dit, ou quand on est aussi dans les administrations, et peut-être aussi dans les hôpitaux, parce qu'il y a des gens qui nous ont dit garder leur mail au cas où, y compris des médecins, en nous disant je ne sais pas ce qui va se passer. On a peur de la façon dont on va nous juger l'histoire et faire comme les autres pays font. Et d'ailleurs, il y a un peu une course aux plus 10 ans, hein, encore en ce moment. C'est une façon aussi d'éviter le risque, si ce n'est le risque pénal ou judiciaire, de judiciarisation, en tout cas le risque de réputation et le risque professionnel. Regardez Roselyne Bachelot, combien de temps elle a payé politiquement ce qui a été considéré comme une surréaction en 2009. Merci. Il n'y a pas d'autres questions sur... moi, j'en ai, c'est à propos de votre dernière diapo, enfin, non, tout ce qui amène à votre dernière diapo et à justement des facteurs de coopération. Et est-ce que pour que la coopération perdure, si on s'appuie sur les côtés coopération et pas le mais et la concurrence, est-ce que tous les facteurs que vous avez notés là, en particulier comme les contraintes budgétaires et comme les décisions soignantes validées, il faut que ça continue? Est-ce que c'est des pistes pour que le système de santé travaille comme il a travaillé ces dernières années? Patrick, tu veux que je peux te dire juste un tout petit mot très rapide, puis ensuite je passerai la main à Patrick. Effectivement, c'est pour ça qu'on le fait. Alors, on l'a fait dans le cadre de l'hôpital, on aimerait le faire ailleurs, c'est-à-dire repérer les conditions de la coopération pour en tirer, entre guillemets, des bonnes pratiques et pour en faire des rétextes qui soient utiles, pas simplement pour critiquer. Donc, c'est ce qu'on veut faire. Alors, il me semble en tout cas qu'il y a des conditions qui sont reproduisibles à l'avenir, comme celle du financement, et même si il ne peut pas être, et celle peut-être d'un retrait ou d'un desserrement managérial. Après, l'autre condition qui est celle de suspendre les enjeux professionnels de chacune des spécialités. Comme on pourrait dire dans un journal, on arrête tous, t'arrêtes de travailler sur l'économie, sur le sport, toi t'arrêtes de travailler sur la société, toi t'arrêtes de travailler sur le logement, mais tout le monde travaille sur le même sujet. Ça ne peut pas se faire parce que les organisations, elles ont une division du travail. Chacun. Donc, il y a des conditions qui pourraient peut-être effectivement irriguer pour la réflexion plus tard. Et puis, il y a d'autres conditions qui, malheureusement, sur lesquelles on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Juste un petit point. Je fais une étude dans un hôpital de la PHP et je suis un peu sur la durée. Et ce qu'on observe, c'est que un des points, c'est sur la collaboration, notamment management et médecins, où la cellule de crise a permis de remettre un peu d'horizontalité entre professionnels et management dans cet hôpital. Hein. Donc, encore une fois, c'est pour ça qu'on continue le projet pour voir comment ça se fait. Et ça a l'air, en tout cas actuellement, lors de la deuxième vague, ça continue à se gérer à peu près comme ça. Avec finalement une reconnaissance par le management de la nécessité de s'appuyer davantage sur l'expertise médicale pour organiser les soins. Donc ça c'est des éléments, c'est pas un élément, c'est des éléments en tout cas je pense qu'il serait nécessaire de capitaliser pour voir à quelles conditions ça peut être fait. L'autre élément qui est intéressant dans cet hôpital, c'est que il y a eu plutôt des conflits entre Mar et Mir dans cet hôpital-là. Ils se sont déjà parlé, alors qu'avant, jusque-là, ils ne se parlaient pas, parce qu'il y a déjà... en revanche, il y a eu une césure, c'est-à-dire chacun, finalement, a travaillé dans son coin. Et lors de la deuxième vague, ils ont compris que c'était pas, finalement, ils gagneraient peut-être à être un peu plus intégrés dans la prise en charge. Donc, il y a eu un mini-apprentissage collectif à l'occasion de cette crise, et c'est pour ça que je continue à faire la recherche, et ça les intéresse eux-mêmes. Hein. C'est voir à quelles conditions ça peut être pérenne. Donc, mais donc, il y a des éléments à tirer, je pense, de cette crise
pour essayer d'améliorer quand même les relations de collaboration dans les hôpitaux. On a quelques éléments aussi sur clinique privée et hôpital, voilà, qui se sont aussi... bon, au départ, il y avait une forme de, j'ai envie de dire, dans les hôpitaux qui ont été pas mal confrontés, donc dans l'Oise ou dans le Grand Est, c'était un peu, bon, de toute façon, vous, dans les cliniques privées, vous faites juste du réveil après des opérations de la hanche, vous n'avez jamais de comorbidité, vous choisissez vos patients, tout est facile, parce que vous voulez gagner de l'argent en termes de T2A. Et donc, il n'y a pas eu de collaboration. Mais en tout cas, dans la deuxième vague, il y a eu un petit peu plus d'articulation. Voilà, il y a eu un peu plus d'articulation. Et là aussi, il y a des choses sur lesquelles on peut capitaliser. Eugénia, notre médecin de santé publique. Eugénia, tu veux poser ta question? Oui, okay. Bonjour. Bonjour. Moi, je voulais juste vous poser la question sur la communication. Qu'en pensez-vous de la façon dont la communication a été faite tout le long de la crise, surtout depuis le début, parce que moi, je me souviens de 2 ou 3 interventions, notamment de Sivette Ndiaye, notamment une où elle méprisait complètement la santé en Italie, c'est-à-dire qu'elle a dit bon, ça arrive en Italie, mais bon, en France, bien sûr, ça c'était début mars. Et elle parlait des hôpitaux milanais, donc des hôpitaux de pointe en Europe. Donc ça c'est déjà une des déclarations qu'elle a faites. Bon, après, elle en a fait beaucoup d'autres, notamment concernant la phase 2 et la phase 3, où en phase 3, bien sûr, tout le monde ne devrait plus faire attention parce que le virus serait circulant, et puis voilà. Donc il y aurait beaucoup moins de mesures de contraintes à la population. Enfin ça, elle l'a dit le 4 mars, je crois. C'est des dates qui m'ont marqué. Voilà. Mais ça fait partie des choses qu'on propose dans le livre, c'est-à-dire qu'on pense que nos élites de la fonction publique, les hautes fonctions publiques, ne sont pas assez formées à la science. Ça ne veut pas dire qu'on devrait en faire des scientifiques, hein, évidemment. Chacun, je pense, a ses compétences. En revanche, avoir un minimum de compréhension de ce que c'est que la science, mais aussi des limites de la science, parce que ce qui nous a frappé lors de cette crise, c'est à quel point, dans un premier temps, tout ce qui sortait du conseil scientifique était pris comme la vérité. Or, on sait aussi, en particulier dans ce type de situation, on sait qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, on voyait que la difficulté des politiques, parfois aussi de certains experts médiatiques, hein, à faire comprendre et à comprendre même que c'était des décisions dans un contexte très incertain qui allaient évoluer. Donc ça, c'est l'une des propositions qu'on a dans ce livre, hein, c'est de davantage former à la science. Par rapport à la communication, donc effectivement, il y a eu cette croyance que le système de santé français était plus capable d'absorber le choc que le système italien. C'était moins vrai, comme je l'ai dit, au niveau des spécialistes de la réanimation dans les hôpitaux. C'est-à-dire que quand ils ont vu justement que les hôpitaux lombards étaient débordés, ils étaient en contact avec eux, ils avaient souvent des contacts personnels parce qu'ils travaillaient dans des projets de recherche européens, et donc ils reconnaissaient tout à fait leurs compétences et ils s'estiment à peu près au même niveau. On nous a expliqué, ces réanimateurs nous expliquaient qu'ils se considéraient un peu comme l'élite de la réanimation dans le monde, à la fois les Italiens et les Français. Donc il n'y a pas eu de sous-estimation par contre au niveau des professionnels. Mais c'est vrai que je me souviens d'avoir discuté avec un anesthésiste réanimateur fin février, début mars, quand ça commençait effectivement à monter, et il disait, bon, on sait que c'est des gens compétents, mais on espère que notre système de santé, notre système hospitalier tiendra mieux le choc. Donc il y avait même il y avait cette idée des ressources. Sur la communication, je voudrais insister aussi sur ce qui nous a beaucoup surpris, c'est
la table rase qu'on a semblé faire par rapport à toutes les connaissances des précédentes, notamment l'épidémie de sida, ou la lutte contre la toxicomanie, où finalement la santé publique avait beaucoup appris et développé des communications beaucoup plus axées sur la responsabilisation et de limiter les messages sur la peur, alors que là, on a finalement eu une communication très axée sur la peur. Et bon, on est en contact avec certains spécialistes de santé publique qui ont été très choqués par ça, et aussi par beaucoup d'associations de santé qui aussi n'ont pas compris finalement pourquoi on n'avait pas plus dans la communication et dans les messages d'information à destination des populations, c'était pas plus appuyé sur ces acquis-là. On a deux hypothèses complémentaires, mais qu'on va creuser. Le premier, donc, c'est ce que disait Henri, c'est-à-dire finalement la tendance à ne pas vouloir s'appuyer sur, qu'on dirait, des corps intermédiaires, et par exemple tout ce qui est de la démocratie sanitaire avec les associations, et donc finalement de gérer ça de manière très centralisée. Et deuxième point, cette gestion centralisée s'est appuyée sur des savoirs, beaucoup ce qu'on appelait le nudge, par exemple. Et ça, c'est vrai aussi au Royaume-Uni. J'ai vu certains des collègues de santé publique qui s'offusquaient des messages, y compris du NHS ces derniers jours, qui finalement misent beaucoup sur la culpabilisation et sur la peur. Et donc, c'est des nouveaux types de savoir, ce qu'on appelle le comportementalisme. Et le directeur de la BVA Nudge Unit, invité dans une émission de France Culture avec Henri Bergeron, a expliqué qu'effectivement, c'était une stratégie, il avait conseillé le gouvernement, c'était une stratégie. Donc, toute cette messe macabre que l'on a eue de mars-avril, où le DGS énonçait le nombre de morts chaque soir, c'était finalement une stratégie pour que les gens restent chez eux. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui nous interroge beaucoup. Pourquoi avoir si peu gardé des connaissances qui ont beaucoup évolué ces dernières années et qui sont enrichies sur la communication en santé publique. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va vous libérer. D'autres questions? Il y a beaucoup d'établissements en dehors du CHU aussi, peut-être vous pouvez vous exprimer. Et Colette, je vois que la réunion finit 16h30, ça ne va pas s'arrêter comme Cendrillon. Je crois pas. Okay. Allez-y, posez. Je ne vois pas qui pose la question. C'est Annie de Wever, Hôpital des Sources à Nice. Donc, moi, je représente un établissement privé participant au service public. J'avais une petite question, même deux questions. Donc, vous avez parlé du ministère de la Santé qui n'a pas souhaité activer la cellule pandémie grippale pour ne pas justement faire entrer en œuvre la sécurité intérieure. Mais est-ce que vous pensez, vous, à votre niveau, par rapport à l'étude que vous avez faite, que les établissements de santé, eux, étaient prêts au tout début à déployer eux-mêmes leur plan pandémie et leur plan de continuité d'activité aussi, parce qu'il y avait ça aussi derrière. Très bonne question. Ça fait partie des... nous, ce qu'on a... on a eu quelques entretiens, mais on veut vraiment les systématiser, donc je veux pas donner l'impression que c'est des constats définitifs. Mais les entretiens qu'on a menés, bon, c'est quand même une vingtaine d'hôpitaux de statuts différents. On est allé aussi interroger des PSPH. C'est qu'il y avait quand même eu là aussi ce désapprentissage, c'est-à-dire finalement, c'était la plupart des hôpitaux, à part évidemment les établissements de référence, c'était plutôt préparé à accueillir des patients dans le cadre soit de catastrophes naturelles, soit encore plus de terrorisme. Et donc, il y a eu tout un travail nécessaire ne serait-ce qu'apprendre au personnel à s'habiller, se déshabiller, se protéger par rapport à des patients contagieux. Je ne parle pas évidemment des services de réanimation qui, eux, c'était leur routine, mais je parle des autres services des hôpitaux. Et c'est là où, dans certains hôpitaux,
ceux qui ont saisi finalement, on va dire début mars, et qui étaient liés avec cette première vague, enfin, qui étaient liés avec des hôpitaux de première vague, et donc qui ont compris que ça allait arriver d'ici 15 jours, 3 semaines, qu'ils allaient sans doute vivre la même chose. Certains ont réussi, mais souvent ça s'est appuyé plutôt sur des individus que sur des plans. Donc des individus particuliers qui ont enclenché des dynamiques collectives pour former les personnels, à s'habiller, se déshabiller, répéter les gestes de prévention. Et donc ça a été des éléments parfois qui ont été décisifs aussi pour accueillir dans de meilleures conditions. Donc je ne peux pas vous donner je pense que c'est une excellente question, il faudra le creuser. Les entretiens qu'on a menés tendent à penser que c'est plutôt ça a plutôt reposé sur quelques individus qui ont réussi à enclencher parfois des dynamiques collectives en convainquant leur direction que ça n'allait pas être limité au Grand Est et à Paris, et du coup à enclencher un certain nombre de procédures pour à la fois penser à l'accueil des patients aux urgences et préparer le personnel à accueillir ces patients. D'accord. Merci. J'avais encore une question, hein, je suis désolée. Vous parliez… Par contre, c'est votre vécu ou c'est mon vécu, et puis bon, on a pas mal échangé avec des homologues, hein, parce qu'en fait, nous, on n'a pas d'urgence, par contre, on a un service de réanimation. Donc, en effet, on a peu participé lors de la première vague à la prise en charge des patients Covid, parce qu'on n'était pas donc désignés, mais là, pour la deuxième vague, on est activement dans le dispositif. Le plan de continuité d'activité, je parle de ce document-là parce qu'il sert à toutes les situations de crise, dont celle des pandémies, des catastrophes naturelles, des attentats, etc. Et moi, en effet, j'ai participé activement en 2009-2011 lorsqu'en effet, il y avait le plan de pandémie grippale, etc. Donc, ça a été bien mis à jour, etc. Et c'est vrai que moi, le sentiment que j'ai, et avec aussi mon réseau, hein, c'est que vous parliez de désapprentissage. Mais oui, il y a eu un désapprentissage sur le savoir qu'on avait autour du plan de continuité d'activité, sur son actualisation, sa mise à jour, son intérêt à exister, etc. Et c'est vrai qu'on s'est beaucoup concentré, surtout à Nice, lorsqu'il y a eu les attentats en 2016, en effet, sur le dispositif de prise en charge des victimes. Donc, c'est pour ça que je me permettais de revenir au terrain, c'est-à-dire aux établissements de santé, parce que je pense que on reste quand même les acteurs principaux, hein, à la gestion de crise. Et je pense que la responsabilisation, la responsabilité, elle se trouve aussi au niveau des établissements, mais sans jugement de valeur, hein, sans chercher de désigner de responsables. Hein. Mais si on doit à faire un retour d'expérience sur ça, je pense que voilà, chacun doit aussi être face à ses responsabilités par rapport à cette crise, comme la rupture des masques, etc. Le plan de continuité d'activité, c'est un document qui nous oblige quand même à avoir un certain nombre de stocks disponibles tous les ans. Donc c'est vrai que le gouvernement il y a eu ça a pêché un peu au démarrage, mais chaque établissement de santé est quand même censé, à un moment donné, avoir ses stocks à jour, etc. Donc et bon, vous parliez de Roselyne Bachelot, c'est vrai que cette période aussi a un petit peu desservi aussi, toute la gestion de crise. Bon, voilà. Mais ça, c'est la culture hospitalière aussi, hein, qu'il faut un petit peu revoir. Voilà. J'avais une autre question, je ne veux pas monopoliser, hein, c'est parce que ça me semblait important. Vous parliez du fait qu'il y avait une espèce pas de défiance, mais on n'avait pas envie de partager la crise avec la sécurité civile ou la sécurité intérieure. Moi, j'ai mon mari qui est pompier, donc nous, on vit ça depuis le début de la crise, on a pas mal de discussions. Il y avait quand même un gros décalage de savoir, de communication, de transmission d'informations entre les secours, les hôpitaux. Nous, on avait quand même beaucoup plus d'informations qu'eux. Et à quoi vous l'expliquez le fait que le ministère de la Santé ne souhaite pas à ce point-là partager, alors j'ai compris qu'il voulait monopoliser, mais ne souhaite pas à ce point-là partager la gestion de crise avec la sécurité intérieure?
Alors ça, nous aussi, on a été en contact avec un colonel de pompiers tout au long de la crise et on continue. Et même sur la vaccination, il continue à se battre pour essayer d'être dans le circuit. Et finalement, l'ARS, à chaque fois, oublie la CGT, les oublie et il doit passer par le préfet pour rappeler à l'ARS, etc. Donc, c'est quelque chose qui est... alors, c'est quelque chose qui est institutionnellement ancré, je dirais. On en discutait l'autre jour, on a été auditionné par une mission et les hauts fonctionnaires, c'est quelque chose finalement qui désespère en fait les spécialistes des crises, que ce soit des chercheurs ou quelques fonctionnaires spécialistes, même s'il n'y en a pas des masses, mais certains qui ont été formés, parce que c'est quelque chose que l'on sait, et qui se reproduit chaque fois. Alors, parfois, c'est dans d'autres crises. Finalement, il y a cette césure. Donc ça fait... Malheureusement, quand j'ai dit ça, je ne trouve pas d'autres dynamiques, mais c'est vraiment des luttes de territoire, en fait. C'est des luttes de territoire qui sont du niveau national jusqu'au niveau local, qui sont reproduites dans le cas de la crise, même s'il y a parfois des exceptions selon les territoires, au niveau aussi régional, entre préfet et ARS, avec en plus l'ambiguïté dans le cas des sapeurs-pompiers qui relèvent à la fois du préfet et c'est le département. Donc, mais ce qui est désolant finalement, c'est qu'on n'en tire jamais de leçons. C'est-à-dire, c'est ce que nous, on milite dans le livre, c'est de faire des vrais retours d'expérience pour essayer de comprendre comment on pourrait mieux articuler ces deux éléments essentiels de la réponse aux crises. Et le problème, c'est si on s'arrête finalement à ce qui est fait à chaque crise, qu'elle soit de nature environnementale, Lubrizol ou sanitaire ou catastrophe, où finalement c'est un rapport parlementaire qui va pointer des responsabilités individuelles ou d'organisation ou d'agence, etc., sans réfléchir à comment on pourrait, du niveau national jusqu'au niveau local, mieux articuler ces deux ressources clés dans la réponse aux crises. Et ça, c'est effectivement dans notre projet de recherche, c'est ce qu'on a. On va travailler sur Grand Est et on a bien l'intention de voir justement, peut-être que localement, il y a eu des coopérations plus fluides et essayer d'en tirer aussi des leçons positives pour essayer de le généraliser. Merci, je suis persuadée que c'est tellement passionnant et vous voyez là les questions qui vous sont posées pour que ça puisse, ce retour d'expérience, effectivement, ces évaluations à chaud, à froid, mais il faut que ça amène à des actions d'amélioration. Vous avez évoqué au début la gestion des risques et comment le choix a été fait d'une gestion des risques régalienne, comme le confinement, mais là, on a vraiment besoin au niveau le plus opérationnel. Est-ce que vous décrivez des préfets, des ARS et dans les établissements, envers les établissements publics et surtout envers les établissements, même pas privés, mais de type ESPIC, comme la personne qui vient d'évoquer. Voilà, on attendra avec impatience vos prochains ouvrages. Donc, on pourra diffuser, ça a été enregistré, et surtout, s'il y a des questions qui n'ont pas été répondues, auxquelles vous n'avez pas répondu, on vous les enverra. Mais là, il faut vraiment qu'on arrête, à moins qu'il y ait une dernière question, mais moi, je dois arrêter parce que j'enchaîne sur Teams. Teams, c'est mon ami. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci et à une prochaine fois dès que vous avez du nouveau. Et là, il y avait beaucoup de gens qui sont notre GHT, donc c'est vrai que des questions plutôt tournées sur cette coopération, pas seulement à l'intérieur de l'établissement, mais inter et avec même les secteurs ambulatoires. Je trouve que c'est assez intéressant à regarder. Merci encore une fois. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Merci beaucoup et au revoir à tous.